Bonjour à toutes et à tous. Nous allons prendre 20 minutes que nous allons partager entre la question des chercheurs et des partenaires. Donc, mes collègues auront un temps de parole important pour vous raconter l'impact de ce qu'on a fait dans leur milieu, au CIS de l'Outaouais. Donc, la présentation s'intitule « Utilisation de la réalité virtuelle dans l'apprentissage des premiers soins psychologiques ». Et pour cette présentation, le point de vue chercheur est le suivant. Donc, évidemment, pour vous résumer le projet en quelques minutes, c'était l'idée de saisir les enjeux qui sont vécus dans les situations d'entraide entre collègues de travail. Il y a déjà plus de 3 ans, un besoin qui avait été identifié par les partenaires du FRQ dans cet appel concerté était le besoin d'enrichir certaines formations qui existaient déjà, comme celle des premiers secours psychologiques en milieu de travail. Et étant donné son importance, tantôt on a fait à main levée, tous ces programmes de travail, d'entraide entre collègues occupent un espace important dans notre société et sont démontrés depuis au moins 25 années, entre autres en Nouvelle-Zélande, en Australie à l'époque, et c'est venu jusqu'à nous au Canada, l'importance de ce type de soutien entre collègues de travail. D'ailleurs, un soutien qui est naturel entre les gens dans les milieux de travail. Donc, l'étude, en bref, visait à tracer un portrait de l'entraide informelle entre collègues et décrire les manières que le personnel fait dans cette entraide-là entre collègues pour ensuite, évidemment, identifier certains besoins d'apprentissage. Donc, comment avons-nous fait ce portrait-là? Il y a eu, en partenariat avec le CIS de l'Outaouais, 18 personnes, des employés de toute formation, de toute profession, hommes, femmes, d'horizons culturels différents, de diverses professions, pour s'assurer d'avoir une bonne représentation de qui allait nous parler. Et qu'est-ce qu'on leur a demandé au juste? Imaginez que vous êtes une ou un participant à cette recherche et on vous demanderait: et toi, comment repères-tu la détresse chez tes collègues? Et qu'est-ce que tu fais exactement pour les écouter? Évidemment, tu vois que des fois, quand ça ne va pas bien, ça dure un certain temps. Comment tu fais pour les soutenir dans le temps? Et si ça se corse, est-ce que tu les réfères vers d'autres services ou d'autres organisations? Donc, voilà 4 compétences qui sont des compétences clés de plusieurs des programmes de premiers secours psychologiques en milieu de travail ou des premiers soins en santé mentale aussi. Et après avoir posé ces questions et les avoir écoutées, on leur a fait jouer le jeu inverse. Et on vous disait, si vous êtes participante de la recherche, maintenant, dis-moi, comment est-ce que tes collègues peuvent repérer la détresse chez toi? Comment est-ce qu'elles peuvent bien t'écouter, te soutenir et te référer? Donc, voilà un peu les données qu'on avait en main pour tenter d'identifier divers besoins d'apprentissage. Évidemment, il y a eu plusieurs constats suite aux analyses qualitatives qui ont été réalisées. Et le premier, c'est que, franchement, au niveau des 4 compétences en premiers soins psychologiques en milieu de travail, on était fiers de constater que le personnel non seulement s'entraide spontanément dans plusieurs occasions, mais aussi a de très bonnes compétences pour le faire. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer nos compétences, là, mais franchement, on est sur un socle solide lorsqu'on parle de ça. Par contre, le constat 2, le constat 2, c'est de dire, les gens nous disaient, dans le fond, la question de repérer la détresse, c'est presque qualifié d'intuitif par les gens. On le sent, on le voit, on voit qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Par contre, on a noté que les gens ont tendance à percevoir les signes de la détresse auxquels elles-mêmes, elles sont sensibles, comme si c'était un miroir. Exemple, si moi je suis une personne anxieuse, bien, je vais vite reconnaître les signes et symptômes de la personne anxieuse, puis peut-être passer à côté des signes de détresse du gestionnaire, de la gestionnaire, qui s'expriment tout à fait différemment au niveau de ces signes de la détresse. Et ça, c'est notre deuxième constat. Un troisième constat, pour terminer, c'est qu'on a surtout noté qu'à certains moments, dans certaines circonstances,
parfois, le personnel hésitait à faire les premiers pas vers une autre personne en détresse. Même si on est très bon pour faire les premiers secours psychologiques, on a des freins, on a des hésitations. Et elles peuvent être d'ordre hiérarchique. Je donnais l'exemple plus tôt, c'est ma superviseure immédiate, je ne vais pas aller l'aider, ça me gêne, je suis timide. Donc voilà un exemple de frein. D'autres freins sont de nature culturelle. Bien, franchement, moi, l'entraide au travail, nous, l'entraide, ça se fait dans la famille, ça ne se fait pas nécessairement au travail, ce n'est pas le lieu approprié. Des barrières aussi interpersonnelles. Est-ce que vous vous adonnez bien avec tous vos collègues de travail? Vous n'avez pas besoin de répondre. Hein? Donc, évidemment, on se dit, je ne vais pas aller aider cette personne-là parce que je vais lui faire lever les cheveux sur la tête. Ben, quoique pour moi, c'est un peu difficile de le faire. Des fois aussi, le fait, avec les agences, dans les milieux de santé, etc., de ne pas bien connaître ou de ne pas du tout connaître notre collègue aussi, ça peut être une forme de frein à aller vers l'autre. Et des fois, bien, évidemment, on ne s'oublie pas, on est fatigué, on est en surcharge, donc des raisons de santé qui fait qu'on se dit, au final, je ne pense pas que je vais être la meilleure personne pour écouter aujourd'hui. Hein? Donc, comment se respecter dans tout ça et faire ça? Donc, nous, on a créé, à partir de ces besoins-là, ces constats-là, une formation. Ça va être surtout mes collègues qui vont la présenter, mais en résumé, la formation Bienveilleur VR pour réalité virtuelle. Et la formation, elle a deux objectifs très simples et très sensibles à ce qui se vit dans le réseau de la santé. Moi, comme infirmier, j'en avais assez de me faire dire « tu ne sais pas encore tout, il faut t'en montrer encore ». Avec tout ce qu'on fait déjà. Là. Donc, j'étais très, avec l'équipe, délicat pour approcher ça sous l'angle de l'andragogie et de dire « prendre conscience de ». Donc, les deux objectifs de cette formation-là, qui dure environ 1 heure en milieu de travail, c'est prendre conscience des signes et symptômes de la détresse auxquels je suis sensible et en découvrir de nouveaux par les échanges qu'on a au cours de la formation. Et l'autre, c'est prendre conscience de certains freins, hésitations, barrières que je peux avoir lorsque je désire faire les premiers soins psychologiques en milieu de travail auprès de d'autres collègues. Donc, prendre conscience. Donc, cette formation-là, en fait, il y en a deux, mais aujourd'hui, on vous parle plus spécifiquement de celle en réalité virtuelle, qui a lieu en groupe. Elle dure 1 heure, je vous le disais. Et il y a aussi, présentement, je suis à développer avec l'équipe une auto-formation en ligne de 2 heures qui sera disponible au personnel de la santé et des services sociaux, mais hébergés à l'UQO. Donc, les objectifs, je pense que je me suis devancé moi-même, vous les voyez ici, écrits là à nouveau. Et on a quelques images. D'ailleurs, à 13 heures, dans la salle, suite au dîner, on fait une nouvelle démonstration du logiciel de réalité virtuelle. Vous pourrez vivre les 2 scénarios. Même si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est dans la salle au niveau du vestiaire M2. Voilà, donc on voit les personnages qui ont tous été créés. Si vous avez des questions tantôt, ça a été un plaisir fou qui nous a amené à créer ces personnages-là pour qu'il y ait une forme de représentativité culturelle, hommes, femmes, tout type d'employés, et qui fonctionne très bien. Donc, on voit un des scénarios où vous êtes dans une salle d'attente d'un établissement de santé, puis on vous lance le défi, par exemple, si vous faisiez la formation avec nous, qui allez-vous aller aider en premier? Et là, vous allez aller voir les 3 employés, vous entendez ce qu'ils se disent dans leur voix intérieure, vous les observez, puis on fait des échanges en groupe suite à ça. Donc voilà, je cède maintenant la parole à mes 2 collègues, Nathalie. Je suis votre première, Nathalie. Donc, point de vue des partenaires. L'implantation de la formation Bienveilleur, c'est fait tout naturellement avec Dominique. D'abord, on avait déjà une formation qui était en cours, qui est notre programme de Bienveilleur, qui est une formation de base, où est-ce qu'on, avec l'ensemble du personnel, c'est important que vous compreniez que c'est vraiment offert aux gestionnaires, aux gens des différents syndicats et les employés qui font partie de notre réseau de bienveilleurs. Donc, l'objectif, c'était vraiment de les sensibiliser puis de les former, non pas être des intervenants, mais bien à détecter, écouter et orienter toute personne qui pourrait vivre des situations de stress importantes ou de la détresse psychologique dans notre milieu de travail.
c'est pas un secret, hein, je ne veux pas vous ramener dans les mauvais souvenirs, mais vous savez que ça est issu post-pandémie, là, quand le ministère s'est rendu compte de la détresse qu'il y avait dans nos services de santé et de services sociaux. Donc, la formation, elle est née à partir du 5 juillet 2022. Depuis, je fais un petit historique, là. Depuis, on a formé près de 1200 bienveilleurs dans notre organisation, qui sont tous soit à l'aise, soit moins à l'aise ou très à l'aise à apporter de l'aide. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est donné aussi le mandat de créer une communauté de pratique, de leur offrir des midis mieux-être, où est-ce que les gens sont invités, nos bienveilleurs sont invités à être avec nous pour justement recevoir des outils. On a des thématiques, on présente de façon très brève et concrète des moyens pour les aider à maintenir leurs habiletés de bienveilleurs. Donc, il y a une portion à travers ces midis mieux-être-là de développement. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on est 2 travailleurs sociaux aux ressources humaines. Donc, tous les bienveilleurs ont accès à nous. Ils peuvent nous contacter par téléphone, ils peuvent nous contacter par courriel. Puis l'objectif, c'est soit de les soutenir, eux, comme dans leur rôle de bienveillant. Parfois, eux autres aussi vont vivre de la détresse, donc on est là pour eux, on s'entraide entre nous. Puis aussi, pour leur donner des conseils, des fois, ça va être des situations auxquelles ils ne savent pas trop comment agir, bien, on va venir les guider dans ce volet-là. Donc, je résume, là, c'est de maintenir les compétences à travers les midis mieux-être, c'est de maintenir leur propre santé en milieu de travail, puis de favoriser la mobilisation puis l'engagement du personnel. Comme Dominique l'a si bien dit, hein, les gens sont habilités à détecter facilement. Là où la formation bienveillante vient jouer son rôle crucial, c'est dans comment on va le vivre. Donc, tu sais, tantôt, je vous parlais des bienveillants qui se sentent parfois moins habilités. Bien, la formation bienveillante va venir donner cette opportunité-là de venir se pratiquer en salle, de le vivre en virtualité, puis d'échanger avec les autres, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls aussi à avoir des barrières, des hésitations, des craintes. Alors, c'est vraiment la valeur ajoutée là, de la formation bienveillante. On a une petite préparation, essentiellement, on fait la simulation que vous allez pouvoir vivre tantôt avec nous. Puis ensuite, il y a l'échange qui se fait en grand groupe, où est-ce que c'est là, je pense, qui est le plus beau cadeau que la formation nous offre, c'est le constat, justement, de ces barrières-là et l'échange qu'il y a sur comment on va passer par-dessus. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Bien, c'est de développer des compétences. Hein? La formation, comme je disais, les bienveillants, c'est une première étape, on les sensibilise. Mais ensuite, c'est vraiment de développer ces compétences-là pour qu'on ait le plus d'entraide, le plus de capacité d'offrir des premiers soins psychologiques à l'ensemble de notre personnel. Donc, comme Dominique le disait, ça a été fait à travers des gens qui ont collaboré au CIS. Donc, c'est très représentatif de notre réalité. Les gens vont facilement se reconnaître dans les scénarios, ils peuvent s'attacher émotivement aux personnages, hein, ils vont vivre quelque chose vraiment d'immersif. Puis, c'est ça qui est intéressant. Puis, c'est aussi la même chose pour les participants. Donc, les participants aussi vont pas nécessairement faire la réalité virtuelle, mais ils vont en témoigner, puis ensuite, ils ont les mêmes défis à relever que la personne qui joue le jeu. Fait que dans les compétences, bien, c'est vraiment d'aller chercher le savoir-faire. On vient aussi normaliser tout ce qui est les barrières. Donc, je manque de temps, je suis stressée moi-même, moi, je ne suis pas disposée aujourd'hui ou je suis moins disposée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est négatif en soi. C'est quelque chose où est-ce qu'on le normalise, puis les gens se reconnaissent. Puis ensuite, bien, c'est de dire, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour aller au-devant de ces barrières-là? Puis, le réseau, ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé un réseau, c'est l'idée qu'on peut passer le relais à notre collègue bienveillant. On peut trouver une personne dans notre environnement de travail qui va pouvoir être là et offrir des premiers soins psychologiques à la personne si nous, on est peut-être moins disposés cette journée-là. Les défis, bien, vous avez bien compris que je suis travailleuse sociale. Donc, dans les défis, hein, s'approprier la technologie, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas une gamer, donc tout ce qui est la technologie, comment ça fonctionne, c'est des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences qu'on a soi-même à développer. Le coût initial du matériel, bien sûr, qui tourne aux alentours là, d'un peu moins de 5 000 $. Gérer aussi les équipements, c'est non seulement faire les mises à jour, mais ça va être aussi là, de guider les participants aussi avec la réalité virtuelle, puis bien sûr pallier aux imprévus technologiques.
Les succès, je vais rapidement. Donc, c'est la prise de conscience, comme Dominique a dit, c'est vraiment chacun des participants fait des réalisations de ses propres barrières qui parfois sont insoupçonnées. C'est vraiment une formation qui est applicable, donc on peut la faire dans nos locaux, mais on peut aussi se diriger à travers tout notre territoire pour offrir la formation. C'est bien sûr la richesse des discussions et des échanges. Chaque formation va être complètement unique, dépendamment de qui est présent, les barrières qui sont là, puis aussi les échanges que les gens vont avoir entre eux. Puis, ça vient renforcer justement les acquis, puis toute la portion immersive que les gens peuvent venir se pratiquer en faisant la deuxième portion, donc le BienVR. Donc, dans ce beau projet-là, on a fait des belles prises de conscience. Mes collègues l'ont bien nommé, là, tout au niveau de la compréhension des barrières hiérarchiques. Puis je me souviens avec Nathalie, dans notre première formation de base, où on parlait des habiletés, là, de savoir comment détecter, comment soutenir. On répétait souvent le même message, « Soyez proactifs ». Puis là, on se disait parfois, on demande aux gens d'être proactifs, puis on dirait qu'il y a de l'hésitation encore, parce que dans nos midis, dans notre communauté qu'on animait, on voyait que les gens disaient « Ah oui, mais on sentait que les gens n'osaient pas ». On ne comprenait pas trop pourquoi, parce qu'on pensait qu'il suffisait de dire « soyez proactifs », puis les gens seraient proactifs à aller vers les autres. Mais c'est ça vraiment la grande découverte là, pour nous dans notre organisation, c'est d'être en mesure d'adresser les barrières. Puis lorsque, dans le cadre de la formation en réalité virtuelle, on adresse ces barrières-là. Il y a, comme Dominique expliquait, il y a un échange à la suite. Mais ce que ça fait pour les gens, c'est de dire, OK, je ne suis pas la seule, là, qu'à 4h30, je suis pressée de m'en aller à la garderie, puis là, je me sens un peu mal de laisser un collègue, là, je vois qu'il va moins bien, mais je n'ai pas le temps d'aller aider, par exemple, cette personne-là. Mais le fait d'en parler et le fait surtout d'être en mesure de dire, OK, lorsque je ne suis pas en mesure d'aller aider quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça la beauté et la magie, je dirais, qui opère dans cette formation-là, lorsque la discussion, si on est capable de nommer des solutions à ça, comme par exemple passer le relais à un autre bienveilleur, ou ça pourrait être, je vais aller voir la personne et je vais lui dire, écoute, demain matin, veux-tu, on va prendre un café ensemble, là, j'ai l'impression que ça va moins bien pour toi. Donc, on se sent qu'on a le droit, puis on respecte nos barrières, mais en même temps, on se donne des moyens pour aller soutenir un collègue ou quelqu'un qui va moins bien. Donc, je crois que les discussions ouvertes qu'il y a pendant les formations, mais aussi après qu'on entend nos bienveilleurs qui retiennent ça, donc tout l'importance d'être capable de nommer ça et de comprendre nos freins, nos barrières. En conclusion, tout simplement, vous dire qu'on est en implantation depuis une année, on poursuit. Et l'hyperlien dans la présentation qui sera partagée, vous pouvez cliquer, voir tout le rapport de recherche, tous les détails. Et on tient à remercier les partenaires du FRQ, les 5 universités qui ont collaboré, le 6 de l'Outaouais. Et voilà, en un clin d'œil, toute l'équipe que vous pouvez revoir. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, Paul.